Hello to you. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la cloche numéro 2. Je suis Christophe Ajus, en compagnie de Ali de Catch Club. De Ali de Catch Club, oui, désormais c'est un noble. Ali, bonjour. Bonjour Christophe. J'ai failli dire Ali Baba. Désolé. C'est pas comme si on m'avait appelé comme ça toute ma vie. Oui, je m'en doute. Ouais. Donc, mon cher Ali, rendez-vous cette fois-ci chez moi, même si pour l'instant je ne sais pas encore bien où est chez moi, mais on y est, c'est sûr. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Donc la semaine dernière, on s'était arrêté quand tu venais de signer chez RTL9 pour commencer à commenter avec Philippe Chéreau. Philippe Chéreau qui t'avait sélectionné en personne même, on peut dire. Pourquoi Comme tu hausses le ton ? Parce que c'est quand même fou de voir que tu n'avais pas mué, comme tu nous avais C'est expliqué. vrai. On peut voir que tu as légèrement mué depuis, Oui. très récemment. Bonsoir. Et du coup, maintenant que tu as signé, on va voir un petit peu ce que c'est, cette nouvelle vie de commentateur pour Christophe Ajus. Une nouvelle vie de commentateur pour Christophe Ajus. Ça n'a pas changé grand-chose en toute honnêteté, même si je pense que j'étais quand même très heureux pendant quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années. Mais comme il y avait énormément de retard à l'époque sur la diffusion, on enregistrait 2, 3, parfois 4 émissions dans la même journée, et ensuite on se voyait plus pendant des semaines. Ok. Donc au début j'avais énormément de temps libre, mais je suis allé à Paris, oui. Je pense les premiers temps, j'y suis allé toutes les semaines parce qu'il fallait rattraper un certain retard. Ils avaient déjà enregistré des émissions avec l'autre commentateur. Mhm. Et puis ensuite, il s'est passé des semaines. Vous les avez réenregistrées ces émissions? On en a réenregistré 2 ou 3, oui, pour qu'ils puissent les diffuser Ouais. dans la foulée. La première fois, ça devait quand même être assez impressionnant, non? Évidemment, oui, oui. Je me souviens parfaitement, pas de la première fois, mais des premières fois où effectivement je suis devant le micro, à côté de Philippe Chéreau, en face de moi, en général Sam Tournade, qui ensuite dans Catch Attack, on en parlait beaucoup. Et juste rien que le générique déjà à l'époque, il n'y avait pas que le générique de Nitro, on faisait aussi World Wild pour la chaîne Action, qui était un peu le hit Mhm. de la WCW avec des matchs quand même, notamment Fidel Sierra, catcheur cubain, qui n'a jamais, je crois, eu un match à Nitro, mais qui était une star de World Wild avec une feud contre Jim Duggan. Donc, quelques années plus tard, on a beaucoup commenté du Serviette qui pue Val Venis contre je ne sais plus qui, mais toutes les semaines. Là, c'était Fidel Sierra contre Jim Duggan. Mais j'étais excité comme un fou, oui, forcément. Même si c'était pourri, j'étais heureux. Voilà, comment ça s'est passé, donc, cette première? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les choses où tu as su tout de suite qu'il fallait s'améliorer, il fallait apprendre ci, il fallait apprendre ça, tu vois? Parce que c'est un métier, quand même. Ah bah, c'est un métier, évidemment. Et alors, les choses sur lesquelles il fallait que je m'améliore, c'était tout. J'étais incapable d'enchaîner 2 phrases sans faire c'est l'ami d'un pote qui m'a justement fait remarquer, pas l'ami d'un pote, la maman d'un pote qui m'a fait une fois remarquer en disant oui, on t'a écouté l'autre fois, t'arrêtes pas de dire Et c'est vrai, non, mais elle avait raison. Et pour le coup, j'ai essayé à partir de là justement de ne plus jamais, quand on commence une phrase, si on sait pas comment on va la terminer, de ne pas continuer par Mhm. pendant qu'on cherche, quoi. Et c'est un tic de langage que j'ai essayé d'effacer. Il y avait aussi, Philippe me l'a fait remarquer assez rapidement, que je disais souvent tout à fait Philippe, comme Thierry Roland et Jean-Michel Mhm. Larquet à l'époque, mais je le faisais pas exprès pour copier, hein. C'était pareil, un tic de langage qui arrive quand on parle et Et que... ça sort naturellement, plein de Oui, fois. oui, parce que on sait pas quoi dire au début, même si on a beaucoup d'informations à donner. À l'époque, je connaissais effectivement tous les catcheurs sur le bout des doigts, et j'avais envie de tout dire à la fois, que le mec était champion indie. J'avais aussi cette volonté un peu d'être le commentateur des fans de catch, quoi, Bien qui, sûr, ouais, à la Joey l'encyclopédie du Styles, un catch, peu, ouais. oui, sans non plus, pas à ce point-là, mais donner le plus d'informations possible, même si, avec le temps, maintenant, je me rends compte que c'est pas non plus forcément très utile de donner tout le pédigré d'un catcheur dans le circuit indie, surtout à la WWE, Ouais. où la construction des superstars est bien différente. À la WCW, à l'époque, c'était n'importe quoi. Mike Awesome pouvait arriver, le grand public le connaissait pas, et puis au bout d'une semaine, il avait un match de championnat déjà où il affrontait Kevin Nash ou Goldberg, je ne sais plus, mais enfin voilà, il faisait pas grand soin d'apprendre aux gens qui étaient les mecs. Donc moi j'essayais un petit peu, mais voilà, il y avait tout à améliorer en fait, pour Mhm. répondre à ta question en 20 minutes. Ouais, non, mais en plus, du coup, ça doit être compliqué vu que vous avez des sessions d'enregistrement qu'une fois tous les mois ou tous les Oui. 2 mois, comme tu l'as dit. Ça s'est fait petit à petit, quoi, j'imagine, Ah l'apprentissage. bah plus que petit à petit, franchement, moi je me considère à mon avis comme totalement pourri toute la période WCW, quoi. À ce Je point-là. pense, bah oui, parce que il faut plus d'un an même à mon avis pour apprendre bien. Après il y a des gens qui sont très talentueux et ça arrive comme ça, mais même avec tout le talent du monde, il faut quand même savoir construire des phrases
intéressante, hein, parfois intelligente, mais rarement quand même. Mais, et puis essayer d'intéresser les gens, raconter les histoires, traduire en même temps. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai l'impression d'y arriver à peu près, même encore une fois, si je suis loin d'être le meilleur au monde et d'être parfait dans ce que je fais, mais j'arrive à traduire, j'arrive à raconter l'histoire, j'arrive à mettre de l'intensité où il faut. À l'époque, c'était... Je plongeais dans l'eau et j'essayais de nager, quoi. Et ton petit côté humoristique, est-ce que tu l'avais dès le début ou ça tu l'as ajouté petit à petit? Parce que pour moi en fait, et je l'ai capté par rapport à mes vidéos, le plus compliqué c'est quand même d'être vraiment soi-même et d'être naturel et d'oser faire ses blagues, etc. Encore plus quand tu es à la télé, tu vois ce que je veux dire? Mais t'as quand même toujours été assez drôle, je trouve, au niveau des Oui, mais ça, commentaires. c'est parce que je suis moi-même très Ah, drôle, évidemment, et hein, dans donc la vie. t'as réussi à ressortir ça tout de suite quand même au micro, quoi. Non, je crois pas non plus tout de suite, non. Au début, je faisais l'outré quand Philippe faisait des vannes, donc souvent je répondais pas à ses vannes, je laissais un silence, je sais que... Et c'est petit à petit que j'ai commencé à m'y mettre, parce que bon, après, dans la vie, je suis quand même assez calme et pas forcément toujours... Je ris pas beaucoup, mais j'aime bien faire rire les gens, et ce depuis tout petit, donc c'est vrai que j'ai toujours des bêtises qui me viennent dans la tête, et souvent assez rapidement, donc... au bout d'un moment, mais tu as raison, il faut avoir une certaine assise au niveau du commentaire pour avoir le loisir de faire une vanne pendant le commentaire. Si ton commentaire est pourri, t'auras beau faire la meilleure vanne du monde, les gens vont quand même retenir que tu commentes mal. Exactement. Et je sais pas si je l'ai fait exprès au début, mais je me sentais peut-être pas forcément assez à l'aise, assez sûr de moi. Et puis j'étais une personne totalement différente aussi à l'époque. J'avais à peine 20 ans, j'avais rien vécu. Tu sortais du lycée, quoi. Je sortais du lycée, j'étais arrivé avec mon sac à dos de lycéen, non mais j'avais rien vécu. Et tu en as parlé un petit peu la semaine dernière, mais du coup, juste pas pour info, pour ceux qui sont vraiment fans de toi, donc après le lycée, Bonsoir. après le lycée, tu savais pas trop ce que tu allais faire. Ah oui, oui, non, bah absolument pas. Il n'y avait Non. pas de plan. Ah bah il y a malheureusement eu quasiment jamais aucun plan dans ma vie, ni après le lycée, ni en ce moment, ni même à l'époque, je suis un petit peu comme ça. Je me souviens que rien que pour choisir, bah c'est justement après le lycée, il faut remplir des papiers de ses premiers choix, deuxième choix. Mhm. Moi je l'ai fait la veille où il fallait rendre le papier vers 23 h quoi. Alors, quels sont les choix? Bah ouais, voilà, ouais. Donc, et finalement, je m'étais tourné vers la fac. Bon, ça m'avait pas plu. Au bout de quelques mois, j'avais arrêté. Et Fac de quoi? fac de sociologie. Sociologie, bien. Et oui, j'aimais beaucoup la sociologie au lycée, donc je m'étais dit pourquoi pas, hein. Effectivement, s'il y a bien une fac où les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie, c'est la fac de socio quand même, parce que ça ouvre beaucoup de portes pour parler de manière optimiste. Et donc, j'avais arrêté et j'ai fait une journée d'intérim, enfin j'en ai fait deux en vrai, mais une journée d'intérim où j'allais être engagé dans une entreprise un peu sur le long terme, en quelque sorte, ils avaient besoin de quelqu'un pour longtemps, et il y avait cette journée d'essai, quoi. Et j'étais quasiment assuré d'avoir le truc, mais j'ai eu l'email de RTL9 2 jours avant, me disant que j'allais aller à Paris, donc je suis allé travailler. Le soir, je leur ai dit, écoutez, je vous tiens au courant début de semaine prochaine, si oui ou non je reviens, parce que je vais passer le casting et j'espère quand même l'avoir, quoi. Et si je l'ai, Ciao. voilà, bisous. Et donc, bah, voilà, Dieu merci, je les ai rappelés. Et donc, je n'ai Merci pas à eu RTL9. à bosser à quelques encablures d'ici, d'ailleurs, des studios de Catch Club. C'était à la Méno, Ok. dans une entreprise qui faisait des poudres alimentaires, hein, où il aurait fallu que je remplisse de manière très précise des petits trucs avec de la poudre, d'oignons, des trucs comme ça. C'était horrible. Ah non, non, ouais. En plus, je suis pas doué, quoi. Je suis pas doué pour grand chose, mais Bah pas ouais, j'allais particulièrement dire, pour c'est ça. pas la même vie, c'est pas exactement la même chose. Non, Je sais pas si ça aurait été aussi fun pour toi. je ne pense pas. Non. Et donc j'ai pris quelques notes parce Il a que pris des notes. ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Pour tous les fans qui étaient pas là, moi je trouve que c'est toujours cool de découvrir un petit peu le passé. Les fans adorent Le entendre passé. un petit peu des histoires de la ECW notamment et de la WCW. Oui, Donc là justement... là t'essaies de te convaitre toi-même, là, j'ai l'impression. Ah non, bah en tout cas, moi j'adorais quand j'étais jeune. Quand j'ai découvert la ECW, pour moi c'était vraiment comme si j'ai découvert une autre planète, un Je autre comprends. monde, un autre univers. Tout à Rob fait. Van Damme est devenu mon catcheur préféré, Ah oui. Sabu est devenu un dieu, Ah oui. c'était vraiment de la folie, tu vois. Ah, je comprends, j'ai vécu pareil. Ah ouais, Sauf que toi, à l'époque, t'avais 10 ans. Si je ne me trompe pas. Exactement, ouais, c'était comme toujours. Et donc là, en gros, on va se concentrer sur la WCW, mais on peut être honnête, on va dire, sur la pire période de la WCW. Tu as commencé à commenter
quand ils ont commencé à être vraiment sur le déclin? Bah, je crois que la première émission, on a encore les Radicals avec Dean Malenko, Eddie Guerrero, Perry évidemment Saturn, Chris Shane Benoit. Douglas. Bah, Shane Douglas est resté. Ouais. Mais quand je dis Radicals, c'est parce que quelques semaines plus tard, ils sont à la WWE sous ce nom-là. Et la première émission, on les a, ils font encore des performances incroyables. Et la deuxième émission, je crois que c'est l'émission où ils se cassent tous. Si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est pas loin des débuts sur Rata9. Okay. Donc c'est là que ça part effectivement en vrille. Il y a nombre de bons catcheurs qui s'en vont et puis les scénarios qui partent en vrille. Mais... Pour préciser exactement au niveau des départs, dans ce qui s'est passé en fait, c'est que lors d'un des pay-per-view, je me souviens plus exactement le nom du pay-per-view, mais Chris Benoit est affronté Sid Vicious lors du main event. Tout à fait. Chris Benoit a remporté le match, il est devenu champion du monde WCW, et à cette époque, tout le monde était un petit peu frustré de voir que Chris Benoit était tout le temps dans le mid-card. Ouais. Et donc là, il recevait enfin le titre de champion du monde. Il était enfin considéré comme un main eventer heavyweight. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, il était toujours maltraité un petit peu en coulisses. Il avait des problèmes avec des officiels. Donc apparemment, le lendemain, quand il est arrivé à Raw, à Nitro, il a décidé qu'il allait démissionner avec Dean Malenko, Perry Saturn et Shane Douglas qui est aussi démissionné, mais qui lui n'a pas été embauché par la WWE par la suite. Et Raven aussi, je crois, avait dit qu'il partait, mais qui restait aussi. Et Eddie Guerrero racontait que lui, parce que j'avais lu son livre aussi, il racontait qu'il est arrivé avec sa valise à Nitro, et il voit les trois, donc il voit Dean Malenko, Chris Benoit et Saturn qui ont l'air énervés, motivés comme ça. Il fait mais qu'est-ce que vous faites? On râle, qu'est-ce que vous faites? Il fait écoute, on va démissionner et toi? Il fait moi aussi, écoutez, je vous suis. Et donc ils ont tous démissionné et ils ont débuté en tant que Radicals, les radicaux, à la WWE quelques semaines après. Mais bref, revenons à la WCW. J'ai noté quelques-uns des gros moments, ou des pires moments, on va dire, de 2000-2001. Donc on va un petit peu refaire l'historique et tu me diras ce dont tu te souviens par rapport à ces périodes. Tout à fait, allons-y. Donc d'abord, pour replacer les choses, vers 2000, c'est le moment où on arrive à la cohabitation Eric Bischoff-Vince Russo. Oui. Et donc la première étape de cette cohabitation, c'était le New Blood. La remise à zéro de Nitro. Parce que, comme dit, moi je crois qu'on arrive au moment où Kevin Sullivan devient Booker. C'est là que Chris Benoit et les autres se cassent. Ça dure quelques semaines. Et bah, effectivement, au bout de quelques mois même, ils décident de réembaucher les deux et de tout arrêter pendant une semaine ou deux. Il n'y avait plus de Nitro, ils ont tout arrêté, quoi. Toutes les storylines ont été remises à zéro et tous les titres ont été retirés des champions. Oui, c'est ça. Et ils ont arrêté Nitro et leurs émissions hebdomadaires pendant 2 semaines, ils ont passé des best-of. Ce qui pour le coup était pas si mal pour nous parce qu'à l'époque, on n'avait pas droit à des... C'était 1 heure de Nitro, donc il y avait des matchs très courts. On n'avait pas droit à des grands matchs. Donc là, on avait droit à des best-of avec des bons matchs. Et ça, je pense que ça a permis à l'époque quand même de construire un peu au niveau des téléspectateurs, de construire un auditoire, voulais-je dire. Et donc je me souviens effectivement de ce premier Nitro où ça part encore une fois totalement en vrille. Ils font une grande réunion sur le ring et ils décident, je sais pas pour quelle raison stupide, de redonner des gimmicks à des jeunes. Genre on avait Mr. Perfect Kurt Hennig qui était à la WCW à ce moment-là, qui se faisait pas appeler Mr. Perfect. Et de l'autre côté, on avait Sean Stasiak, à qui ils ont donné le surnom Perfect Event. Exactement. On avait Chuck Palumbo, qui s'est fait appeler le Total Package, en rivalité avec Lex Luger. On avait plusieurs autres exemples comme ça. Ils ont essayé de recréer des rivalités, Ric Flair et Shane Douglas, un peu, me semble-t-il, à l'époque, parce qu'il y avait cette vraie guerre sur Internet. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais Kidman qui se retrouvait contre Hulk Hogan. Contre Hulk Hogan et qui bat Hulk Hogan de nulle part en pay-per-view au moins une fois, avec Horace Hogan, le neveu de Hulk Hogan, débarqué de la FMW, catch extrême japonais, il arrive à la WCW. En toute honnêteté, c'est vrai que c'était pourri et c'était difficile à suivre. Mais dans le même temps, pour nous en France, le public était tellement nouveau que c'est peut-être une bonne manière de commencer parce qu'on pouvait difficilement commencer avec pire. Donc les gens, petit à petit, ils appréciaient quand même, quoi. Et puis il y avait toujours Goldberg, même s'il était booké n'importe comment depuis sa première défaite. On a même eu Goldberg Hill. C'était quand même une folie sans nom. Mais le public français découvrait tout ça, donc ils n'avaient pas forcément de point de comparaison. C'était une nouvelle génération. Il y avait les fans qui, comme toi, à 10 ans, regardaient en 88. Et moi aussi. Mais il y avait cette nouvelle génération qui découvrait tout ça, donc je crois pas que ça ait trop impacté au niveau des fans de catch. Mais c'est vrai que c'était très très dur à suivre, quoi. Ouais.
Et donc, comme juste pour préciser, donc ils ont séparé à ce moment-là les clans. Il y a eu un clan de jeunes qui s'appelait le Millionnaires non, Non, le New le Blood. New Blood, et un clan de 7-8 main eventers de la WCW qui étaient restés, qui étaient les anciens, mais du coup qu'on vendait même comme les vieux en fait. Oui. Et dedans on avait Ric Flair, Hulk Hogan, Sting, Kevin Nash. Puis à un moment il y avait, je crois que c'est cette période qu'ils ont même ramené Animal de Alors, il est Diego venu à la Warrior. WCW, mais est-ce qu'il était dans le Millionaires Club? Je sais qu'il était dans le match où Sid se détruit le genou. Ouais. Il intervenait à ce moment-là. Et... Donc en tout cas, cette rivalité était catastrophique, mais ça n'a Oui. même pas duré très longtemps. Ben, parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir entre guillemets, leurs engagements, mais ils étaient bookés, me semble-t-il, à la minute, en quelque sorte. Mhm. Je veux dire, ils bookaient ça 5 minutes avant le show, Ouais. et donc forcément, d'une semaine à l'autre, tout changeait, et je crois même, de toute façon, je crois que Rousseau et Bischoff sont restés ensemble 1 ou 2 semaines. C'est Au ça bout en de 2 semaines, fait. Bischoff a disparu, je crois. Exactement, j'allais y venir. Du coup, en fait, la cohabitation ne marchait pas entre Oui. les deux. Je veux dire, ils se détestent, ils sont toujours détestés. Et d'ailleurs, j'aimerais, juste avant de passer à la suite, j'aimerais demander ton avis personnel par rapport aux deux, toi qui, je veux dire, qui a bien suivi cette période. Tout le monde a son mot à dire sur Bischoff et Rousseau. Je te demande pas de les critiquer, mais je veux dire, est-ce que tu penses que ce sont des génies du catch ou pas? Rousseau et Bischoff, chacun. C'est des génies du catch, c'est difficile. Ça dépend toujours à quel moment tu. Aujourd'hui, en 2019, certainement que non. Mais si tu m'avais demandé en 98, je t'aurais dit que Bischoff l'était très certainement. Et Rousseau, bon, c'est plus compliqué parce qu'on n'a jamais vraiment su, bien que tout Surtout le monde ça, en ouais, parle, surtout Rousseau. à la WWE, quelle était vraiment sa responsabilité sur tous les points, sur tout ce qui a marché, parce que forcément, on entend ces détracteurs qui vont dire qu'il est responsable de rien, C'est Vince McMahon ses au-dessus. potes qui vont dire qu'il a fait et ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui. Donc Bischoff, ça se discute plus. Après, vu la longévité de sa carrière et vu le nombre d'échecs après, on peut pas non plus dire génie du catch. Mais effectivement, Bischoff avait quand même eu la présence d'esprit au bon moment de copier une partie d'un angle japonais Exactement. pour créer la NWO, mais dans le même temps, à l'époque, Vince McMahon avait copié un peu la ECW, qui elle-même copiait Atsushi Onita de la FMW au Japon, qui avait commencé à créer ce côté un peu hardcore du catch, tout en faisant des histoires autour. Donc pas forcément des génies, mais bon, j'aime bien Eric Bischoff parce que, ben, comme toi, j'étais fan de la WCW 97, 18, même 96 à l'époque. Vince Russo, ben oui, c'est plus compliqué parce Ouais, que oh, c'était... Bischoff s'est beaucoup mis en avant, mais ça marchait quand même avec Hogan et compagnie. Mais ensuite, Russo à la WCW, il va vraiment devenir champion du monde, les matchs en cage contre les gars. Enfin, personnellement, j'ai toujours eu l'impression que Rousseau était un petit peu un voleur en fait, tu vois. Il a été là au bon endroit au bon moment, à un moment durant l'Attitude Era, oui. où il a peut-être eu quelques bonnes idées, mais où aussi c'était compliqué de... On va dire que pour moi, The Rock était tellement bon à ce moment-là. Steve Austin était tellement incroyable Ouais. à ce moment-là que je pense que tu pouvais leur donner de la merde. Et ils t'en faisaient de l'or, comme on dit, Oui, comme disent les Anglais. bah tu vois, d'ailleurs, c'était- ils en ont donné à certains, quoi. Bah oui, clairement, il y avait beaucoup d'angles qui étaient horribles durant Oui, l'Attitude oui, Era, bien mais sûr. qui étaient quand même, on va dire, divertissants au final à l'écran, tu vois. Et ouais, moi, Rousseau, j'ai vraiment toujours eu l'impression que c'était un voleur, ce gars, au final. Il a volé sa carrière dans le catch. Bah, au vu de ce qu'il a fait à la WCW, on peut dire un peu que oui, d'autant qu'il s'est vraiment énormément mis en avant sans aucune raison valable, parce que vraiment, moi je me souviens bien de cette époque, Vince Russo, on n'en a jamais entendu parler, même sur Internet et autres, évidemment les grands spécialistes qui étaient déjà abonnés au Wrestling Observer ou autres, savaient certainement qui il était, mais avant qu'il ne démissionne avec Ed Ferrara et que ça fasse les news des sites de catch, personne ne savait trop qui était Vince Russo et Ed Ferrara. Mais Mhm. au moment où ils ont démissionné, là, tout le monde a commencé à dire ah mais c'est eux qui bookaient la WWE en grande partie, les gros succès c'est de leur responsabilité. Et c'est là qu'ils ont commencé à devenir connus. Mais quand ils se sont mis en avant dans les programmes télé, Ed Ferrara aux commentaires et Vince Russo en tant que directeur visible, je pense que le grand public ne savait pas qui était l'un ou l'autre, quoi. Ouais, Ils partaient de zéro et donc ça voulait vraiment rien dire. Ces ça deux servait à mecs rien, ouais. qui débarquent, Vince McMahon au moins, qui était la même chose à la WWE, les gens le connaissaient depuis des années parce qu'il était commentateur et ils savaient plus ou moins qu'il était dans la direction et puis tout d'un coup il est vraiment le dirigeant. Bon ok, mais eux, ça sortait de nulle part et ils se sont mis en avant beaucoup trop. Mhm. Oui, c'était inutile. Donc justement, tu en parlais, le prochain
après le New Blood contre le Millionaires Club, le prochain gros scandale, c'était Scandale. c'était David Arquette. Ah, David Arquette. Moi, je trouve pas ça si horriblement scandaleux. Déjà à l'époque, puisque bon, je devais le vendre à la télévision, mais maintenant, je peux être honnête, je trouve pas ça si scandaleux. Il y a eu des choses pires, entre guillemets. Enfin, on en parle moins en France, mais il y avait Jay Leno, qui était cet animateur célèbre de télévision qui faisait le Tonight Show, qui est désormais le Tonight Show de Jimmy Fallon, exactement. À l'époque, lui, il le faisait, le Tonight Show, et il avait affronté Hogan et... DDP. Lui, il était avec DDP contre Hogan et Dennis Rodman. Oui. Ou Karl Malone. Non, Karl Malone était aussi avec DDP. Ouais. Hogan Enfin, et Dennis Rodman potentiellement. Alors que la victoire d'Arquette, ça se fait sur un coup de chance. Je crois que Jarrett est au sol. Arquette se dit qu'est-ce que je fais? Bon, j'y vais, je tente le tomber. Le mec est fan de catch. Bon, ça, il y avait aucune chance que ça rende le catch cool, la WCW cool. Mais c'était pas non plus le pire truc qui pouvait arriver, quoi. Le Finger Poke of Doom, par exemple, où Kevin Nash touche Hulk Hogan s'écroule. Oui, pardon, évidemment. Et Hogan reprend le titre ce jour-là. Ouais. Ça avait fait aussi un... Oui, parce qu'il venait de battre Goldberg à Starrcade, me semble-t-il, première défaite de Goldberg. Donc tu te dis quand même qu'il y a de quoi construire quelque chose et faire quelque chose. Et puis on revient à Hogan. C'était dur. Donc c'est pas le pire truc qui soit arrivé, c'était pas la meilleure idée du monde, mais bon, c'est sûr que si on veut garder, comment dire, l'histoire, Ric Flair, Terry Funk, les Briscoe et tout, le côté historique du titre, ça fait un peu tâche, mais après ça reste du catch, c'est du divertissement, et surtout à cette époque-là, ça se voulait vraiment presque plus du divertissement que du catch, quoi. Parce qu'en fait, pour expliquer, à l'époque, David Arquette avait tourné dans un film qui s'appelait Ready to Rumble, où plusieurs catcheurs de la WCW étaient apparus. Donc en fait, c'était un petit peu un film en partenariat, on va dire, avec la WCW. Ah oui, carrément, oui. Carrément. Donc c'est pour ça que David Arquette est apparu à la WCW, et à la base, il était du côté de DDP. Parce que DDP était le gros babyface à ce moment-là de la fédération. Et en fait, lors d'un match, justement, où c'était DDP contre David Arquette contre Jeff Jarrett, et n'importe qui pouvait devenir champion du monde, à un moment, David Arquette a couvert Jeff Jarrett, il a remporté le titre, et par la suite, David Arquette a même fait un heel turn, et en fait, il s'est mis du côté de Jeff Jarrett, il avait trahi DDP. Donc, il y avait eu toute une histoire, et c'est pour ça, parce que maintenant, vous voyez les nouveaux fans qui comprennent pas trop pourquoi est-ce que David Arquette apparaît souvent maintenant dans le monde du catch. C'est parce qu'il explique qu'en fait, il a eu tellement mal par rapport à cette période, parce que lui, il était fan, donc il était heureux de pouvoir catcher, enfin, entre guillemets, de pouvoir divertir. Si je me trompe pas, il a refusé de gagner le titre. Oui, il a dit, je veux pas le gagner, quoi, mais ils ont dit, mais si, vas-y, ça va faire du bien pour le film, pour la WCW. C'est ça, c'est de la com, etc. Voilà. Et il avait expliqué qu'il s'était très mal senti, qu'il avait pris très cher de la part des fans, mais pendant des années. Et lui, il avait expliqué qu'il savait pas quoi faire, donc des petites anecdotes comme ça. Mais par exemple, après le show, il sentait que tous les catcheurs lui en voulaient, donc il a invité tous les catcheurs au bar de l'hôtel. Et bien entendu, il a payé les tournées pour tout le monde. Je suis pas sûr qu'il lui en voulait tant que ça. Je suis pas sûr qu'il lui en voulait tant que ça. Ils ont dû lui faire croire pour qu'il paye les bières. Mais... Ouais, possible. Mais en tout cas, voilà, lui, il essayait. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, il s'est relancé dans le catch, parce qu'il veut essayer de refaire un nom et de prouver qu'il sait quand même catcher un minimum. Et honnêtement, pour avoir vu ses matchs sur le circuit indépendant, ça va. Je veux dire, c'est très correct. C'est correct totalement. Pour un mec qui était champion du monde il y a 20 ans. Voilà, il y a eu juste une connerie où je savais plus si t'avais vu dans un match, je crois que c'était à la G7W, où il a fait un match hardcore contre Nick Gage. Ah non. Nick Gage qui est plus un tueur qu'un catcheur, on va dire. Il a pas apprécié le fait que David Arquette veuille faire le catcheur hardcore, donc il a pris un néon, il a commencé à lui ouvrir le visage, le cou. David Arquette est parti durant le match. D'accord. Donc il a eu un petit bad buzz, mais sinon ça va. Sinon, là pour le coup c'est pas franchement de sa faute, visiblement. Non, c'est Nick Gage qui est le gars le moins professionnel au monde tout simplement, et on sait pas pourquoi est-ce qu'il fait encore du catch aujourd'hui en 2019. Donc après David Arquette, c'est cette période un petit peu particulière, on en a parlé très rapidement, mais il y a eu Goldberg en heel. Oui, ça a été... Je sais même plus comment ils l'ont fait tourner, mais je crois qu'il s'est rendu Vince Russo, comme disait Marc Blondin à l'époque. C'est rendu Vince Russo. Là, c'était déjà plus Blondin, en l'occurrence, malheureusement, c'était déjà moi qui commentais ça, mais... bref. Il s'est mis du côté... Ouais, c'est tout ce que je me rappelle aussi, c'est qu'il s'est mis du côté de Vince Russo, mais après, au final, il a été blessé aussi, et on l'a même plus vu après, au bout d'un moment, en fait. Est-ce qu'il s'est blessé quand il était heel, ou il venait juste de redevenir face quand il s'est blessé ?
Il me semblait que, bon, c'est pas très important, hein, mais il se blesse gravement C'est en quand voulant il est briser une face, vitre de voiture oui, avec son coude. parce que c'est contre, à ce moment-là, Bret Hart et la NWO qui s'étaient reformés Ah ouais. quand il se blesse, je crois, pour la dernière fois. Mais en tout cas, la fin de carrière de Goldberg à la WCW était horrible. C'était... Oui, c'était complètement gâché. Effectivement, après, on l'a plus revu parce qu'il est plus revenu, il était blessé et après, il est resté chez lui. Mais oui, Alors que malheureusement, on peut dire que c'était au final peut-être la seule vraie star qu'ils ont créée eux-mêmes. oui, bah oui. Rey Mysterio, malgré tout, mais bon, il vendait pas encore autant de masques et de t-shirts qu'il l'a fait après à la WWE. Oui, très certainement. En tout cas, de l'époque moderne, de cette période-là, oui, Goldberg, c'est sans doute leur plus gros succès, sans aucun doute même. Ouais. Donc très dommage ce qu'ils ont fait avec Goldberg. Et donc ensuite, il y a eu un gros scandale avec Hulk Hogan lors de Bash at the Beach 2000. Tout à fait, contre Jeff Jarrett, lorsque Jeff Jarrett, cette fois-ci, décide de se coucher et offre la victoire à Hulk Hogan, si je ne me trompe Exactement. pas, Hulk Hogan qui devient champion. Mhm. Jeff Jarrett était champion à ce moment-là. Et en fait, une fois que Hogan se casse, Vince Russo vient dans le ring et tape une promo chère à notre ami de Wrestling Clinic, que tu connais très bien, qui la connaissait par cœur pendant des années. Ok. Ce qui valait que chaque fois, et c'est pas souvent que ça lui arrivait de boire un petit coup de trop, Ah vraiment oui, très rarement. c'est Mais rare. quand ça lui arrivait, je peux te dire qu'il ne manquait pas de la ressortir mot pour mot en hurlant. Une shoot promo, comme on dit, qui a eu beaucoup de succès quand même à l'époque. Hein. Et Ça avait fait un gros buzz. toi qui aimes expliquer à nos amis auditeurs de quoi il s'agit, je t'en prie, explique à nos amis le contexte. En gros, ce qui se passe, c'est que Hulk Hogan avait toujours un contrat en béton avec la WCW habituellement, où il pouvait choisir ce qui se passait avec son personnage. Tout Il à avait un droit de veto, par exemple, si une storyline ne lui convenait pas. Creative control, comme on dit aux États-Unis. Exactement. Et puis à côté de ça, il coûtait très cher. Hulk Hogan avait toujours un contrat qui valait des millions par an, même encore en 2000. Et donc il s'entendait plus avec Vince Russo, qui voulait passer vers la nouvelle génération. Mais Hulk Hogan pensait que non, c'était encore à lui d'être champion, donc il voulait remporter le championnat du monde lors de Bash at the Beach 2000. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Vince Russo lui a dit va sur le ring et tu vas remporter le match. Mais Hogan ne savait pas ce qui allait se passer. Il est arrivé sur le ring, comme Christophe vient de l'expliquer, Jeff Jarrett s'est allongé, tout simplement, et il lui a dit couvre-moi. Hulk Hogan avait l'air hésitant. Oui, il savait pas quoi faire, bah oui. oui, parce que t'es en direct devant à ce moment-là encore des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Non. Non, même plus. Non, Pas non, des millions. non. Il n'y Mais- a jamais eu des millions devant un pay-per-view de Ouais, c'est WCW, vrai. désolé. Mais du coup, devant des milliers en tout cas, et du coup, il hésite. Puis au final, il couvre Jeff Jarrett, il remporte le match. Et on peut voir à la caméra qu'il crie This is bullshit. C'est pour ça que cette compagnie go down. C'est pour ça que cette compagnie va dans les toilettes, il dit. Et à ce moment-là, il prend la ceinture, il retourne en coulisses. Et apparemment, d'ailleurs, il est monté tout de suite dans une Dans sa limousine et il est limousine. parti. Oui. Sauf que directement, Vince Russo ressort avec une autre ceinture de champion WCW. Apparemment, il avait préparé une réplique. Et donc, il annonce que maintenant, on va se tourner vers la nouvelle génération. On n'en veut plus des Hulk Hogan, etc. Et donc, d'un coup, on a un match entre Jeff Jarrett et Booker T, qui à ce moment-là n'était pas du tout un main Non, eventer. Absolument pas. Non, il était encore. Il était déjà un peu, comment dire, établi en tant que catcheur solo. C'était en tout cas un bon il avait déjà eu favori le de la championnat foule. des États-Unis. Il avait fait des bonnes rivalités avec Chris Benoit notamment. Mhm. Mais effectivement, on l'attendait pas du tout. Mais c'est tout le but de son discours. Il parle des bullshit of the politics Mhm. dans les vestiaires et il dit oui, maintenant, moi je veux des mecs qui méritent leur place, notamment qui bossent soir et matin, qui cassent leur cul. Et là, il dit Booker T. Et effectivement, ça reçoit une bonne pop. Je pense que les gens étaient surpris, mais agréablement, parce que c'est vrai qu'il était là depuis longtemps et il faisait du bon boulot, quoi. Ouais, à ce moment-là, moi je m'attendais absolument pas à voir Booker T dans le main event. Oui. Sachant que quand tu regardais à la WCW et que tu avais 10 ans comme moi, tu reconnaissais un schéma. Moi j'analysais pas énormément, mais s'il y avait un schéma que j'avais reconnu, c'est que d'habitude les mid-carders ne montaient pas dans le main event. Bah, En fait, les mid-carders étaient les mid-carders, les main eventers étaient les main eventers. Donc quand tu vois Booker T qui était plutôt champion US, mais surtout champion de télé, lui la Ouais. ceinture qu'il avait souvent c'était le champion de télévision, d'un coup dans le main event comme ça, c'était vraiment étonnant. Et pour la peine, c'est la seule personne qui a réussi à développer son personnage lors de la dernière année de la WCW, on va dire. Oui, après, je crois pas que c'était non plus parfait et c'était bon à l'image du reste du show. Et si je me souviens bien, pour écouter aussi d'ailleurs les reviews de Brian Alvarez qui refait 19 ans après les Nitro et les... Il était très mal construit, entre guillemets, quoi. Il perdait beaucoup, on le ridiculisait Ok. beaucoup. Ouais, il y a ce match quand même avec les boîtes qu'on a diffusé sur RTL 9 où il ouvrait une boîte, il y a une photo de Scott Hall. Ouais.
c'était le 49ers, je sais plus quoi match. Enfin bon, il y a eu moult stipulations avec Vince Russo où Booker T était ridiculisé. Très vite, quand même, Scott Steiner a pris, je pense, Big Papa Pump. oui, voilà, a pris la place du numéro 1 au niveau des foules. Il était vraiment plus charismatique, quoi. Je le trouvais plus crédible quand même à ce moment-là en tant que champion du monde, surtout par rapport à Jeff Jarrett. La WCW a Jeff Jarrett, énormément insisté sur Jeff Jarrett à cette période, qui était The Chosen One. Oui, calme-toi. Oui, mais Excuse-moi, non, mais j'ai jamais trouvé Jeff Jarrett crédible en tant que main eventer et champion du monde. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça. J'aimerais bien avoir ton avis. Je hoche la tête depuis avant en faisant comme ça, donc tu te doutes bien que je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je me demande si ça ne s'explique pas par le fait qu'à l'époque, pour nous, la WWE, c'était quand même ce qui importait. Et si ça se passait pas à la WWE, ça se passait pas forcément. Enfin, ça avait pas beaucoup d'importance, entre guillemets. Enfin, ça se disait beaucoup dans le monde du catch à l'époque. Et je me dis, vu que Jeff Jarrett à la WWE n'a jamais dépassé justement le côté mid-carter, de le voir arriver à la WWE avec ses fausses guitares en plus, moi qui ai connu le Honky Tonk Man qui exploitait des vraies guitares, lui c'était des guitares en carton, et pour le coup c'était pire encore, c'était du polystyrène, parce qu'elle se... Enfin, pour la pollution ça devait être horrible, parce qu'il y avait des bouts de guitare partout. Jeff Jarrett a contribué beaucoup au changement climatique, il faut le dire. Connard. Et donc oui, il a été mis en avant de manière totalement incompréhensible. Encore Booker T, pour la WCW, ça collait, quoi. C'était un peu comme Bret Hart qui, petit à petit, champion par équipe, avec un mec plus âgé, il avance en solo, et puis tout d'un coup, il a une chance, parce que quand Bret Hart est devenu champion contre Ric Flair à Saskatchewan, personne s'y attendait, c'était un house show. Quand c'est arrivé sur Canal+, la semaine suivante, quoi, Bret Hart, champion, de où, quoi. Et bon, voilà, Booker T, ça collait encore Jeff Jarrett. Bon, il n'y avait aucune autre explication qu'il était pote avec Vince Russo et sa zik. Parce qu'ils avaient pris le riff de guitare de Kid Rock. I wanna be a cowboy, baby. Il avait une bonne musique d'entrée. Voilà, une bonne musique d'entrée à l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs. Ça peut sauver une carrière. Ouais, non, c'est ce qu'on dit souvent avec Yann, mais une bonne entrée et un bon finish, parfois c'est 90% du match, quoi. Ouais. Ou d'un couple. Ouais. À retenir. Très bonne leçon. Merci. Et donc, pendant cette période, en fait, début 2001, fin 2000, début 2001, est-ce que toi, tu commences à entendre parler des rumeurs du fait que la WCW va potentiellement fermer Non. Quelles sont les rumeurs à ce moment-là, en fait? Honnêtement, aucune véritable... que la WCW a fermé, aucune rumeur, vraiment. Il n'y avait aucun doute sur le fait qu'elle allait continuer à vivre. Enfin, j'exagère un peu, mais par contre, je me souviens parfaitement avoir vécu ça sur Internet. Je peux pas dire combien de temps en avance, je dirais 2-3 mois avant, on a commencé à comprendre que AOL, Time Warner, c'est toute une histoire sur un conglomérat économique qui a chamboulé aussi le monde du catch, qu'ils allaient plus faire confiance au catch et qu'ils allaient devoir trouver des nouveaux dirigeants, des nouveaux investisseurs. Je sais pas si c'était, quelques semaines, quelques mois avant, et ensuite il y a eu de nombreuses semaines où toutes les rumeurs sont passées, jusqu'à ce qu'Eric Bischoff annonce qu'il l'avait acheté, qu'il a racheté la WCW. C'est annoncé même dans un Nitro, en direct à Nitro, il téléphone à Bischoff, qui par téléphone dit c'est bon, j'ai acheté la WCW. Pour avoir entendu ses interviews depuis, effectivement il explique que c'était quasiment signé, mais que ensuite TNT annonce qu'ils diffuseront plus de catch, et donc les investisseurs disent mais on n'a plus de chaîne télé, on met plus notre thune, quoi. Et je me souviens vraiment, pour le coup, sans vouloir me vanter, en même temps on s'en fout un petit peu, mais dans mon histoire personnelle, j'ai l'impression d'avoir été un des premiers Français à savoir que c'était la WWE qui avait racheté la WCW, parce que j'ai plus la date exacte, mais je me souviens, avant de me coucher, vers minuit, genre, ou 23h, une dernière fois, aller sur les sites sur lesquels j'allais pour checker un peu ce qui se passait dans le monde du catch. Et comme par hasard, je vais sur www.com. Et là, au lieu de www.com, il y a juste cette affiche, je crois, célèbre, avec les deux logos, WWF, Purchased, WCW. Et je me dis, c'est quoi ces conneries, quoi. Donc je vais à l'époque sur onewrestling.com, je crois qu'il existe encore aujourd'hui, qui était le site de news de référence. Je vois que c'est pas encore écrit, il n'y a rien d'écrit, quoi.
Je vais sur un autre site de news, il n'y a rien d'écrit. Donc c'était uniquement sur le site officiel de la WWE. C'était que sur le site officiel de la WWE. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont fait hacker, c'est une connerie, c'est sans doute pas vrai. Et puis, je suis tout excité par cette nouvelle, même si j'y crois pas. Je reste éveillé un peu plus longtemps, et puis je recheck, et effectivement, là, ça commence à tomber. C'est officiel, la WWE a acheté la WCW, la WWE. Et là, je me dis, oh putain. Ça sortait de nulle part, quoi. Ah bah... oui, franchement, moi, j'avais jamais entendu de rumeurs avant, à l'époque, parler de la WWE, quoi. Il y avait tous les scénarios possibles, comme, encore une fois, Eric Bischoff, ou une superstar, Hulk Hogan, par exemple, ou... Enfin, voilà, il y avait moult choses, mais jamais, je me souviens pas avoir vu des rumeurs en disant Vince McMahon et la WWE sont intéressés pour acheter la WCW, quoi. Donc, bon... Là, forcément, tu as ta réaction en tant que fan. Comme tu l'as dit, tu étais devant le site, tu resté réveillé pour en savoir plus. Mais après, du coup, tu as aussi ta réaction en tant qu'employé, en tant que commentateur. Ah bah, pour le coup, là, c'est juste le doute total. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Oui, je n'en savais absolument rien. J'étais à peu près comme tout le monde, finalement. Je lisais qu'il y avait des contrats qui allaient être pris, mais on ne savait pas. Et la WWE... Beaucoup de rumeurs disaient qu'ils allaient continuer la WCW, qu'ils allaient créer un brand particulier, comme aujourd'hui on a SmackDown Hero. Visiblement, c'était leur idée dès le départ. Ils voulaient faire la WWE et la WCW sur une autre chaîne, en quelque sorte. Ou filer SmackDown à la WCW, Hero à la WWE, ou l'inverse. Donc il y avait l'espoir que ça continue à travailler. Après, moi, j'étais pas non plus... À l'époque, je comprenais pas autant ce qui se passe dans le monde de la télévision. Donc j'aurais pu me douter que quand même ça allait s'arrêter, puisque... Le groupe AB avait un contrat avec Time Warner. Time Warner vend un truc, donc c'est pas forcé que AB ait le même contrat avec la WWE en l'occurrence. Et donc en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc pendant quelques semaines, on était dans l'attente. D'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais commenté le dernier Nitro, il me semble. Ou alors sur un DVD, mais je suis pas sûr. Parce qu'ils l'ont jamais envoyé. Parce que la boîte avait déjà fermé. Comme on avait tellement de retard, le temps que ils nous envoyaient nos bandes pour nos cassettes pour la France, bah, la boîte avait déjà fermé, quoi. Elle était déjà plus là. D'accord. Et donc voilà comment le doute s'est dissipé, c'est que tout d'un coup il n'y avait plus rien à commenter. Ouais, parce que donc le dernier Nitro a eu lieu le 26 mars 2001. Le 26 mars 2001, ouais. Donc ça veut dire que vous avez dû arrêter de commenter vers cette période, vu que vous n'avez pas reçu les derniers. Ouais, oui. Ça doit être aux alentours avril peut-être, on a peut-être encore tenu jusqu'en avril. Jusqu'en avril, ouais. Parce qu'il y avait quand même un mois ou deux de retard. Et donc, avant de continuer vers la suite, parce que ça, ce sera pour le prochain épisode, explique-nous juste un petit peu, bon, on avait dit que c'était un petit peu flou cette période pour toi, Oui, mais dans ta tête, il y a eu combien de temps en fait entre la fin où tu as commenté la WCW et quand tu as repris en tant que commentateur WWE? Je pense 1 an. 1 an. Oui, à mon avis 1 an, parce que je crois qu'on a repris en mai 2002. D'accord. Et pendant cette période, en gros, c'était une période d'attente pour toi où tu savais que potentiellement tu allais avoir une chance pour la WWE? Ah non, non, aucune. Ah non, ça a été une des années les plus compliquées de ma vie. Psychologiquement, physiquement, ça m'a fait perdre 40 kilos à l'époque. Bon, je les ai bien repris, mais... 40 kilos. Ah oui, je suis passé... Non, ouais, 30, allez, je suis passé de 90 C'est à moi. 60. Non, mais voilà, non, parce que, bah ouais, 1 an d'inactivité, bon, évidemment, j'aurais pu reprendre une vie normale, comme on dirait, mais bah, j'étais tellement attaché à ce rêve, et puis pendant 1 an, et... Tu y avais goûté, quoi. Bah oui, parce que... Et puis, avant même que ça ferme, on n'a pas évoqué, mais j'ai ramené on va y passer, justement. J'ai ramené un beau goodies de... Ça, c'est collector, ça. Approche-là, on veut bien le montrer à la caméra. On va faire des plans plus... WCW Crew officiel. Donc ça, sympa, je pense que ça doit valoir 1 million d'euros aujourd'hui. Ça vaut 0 centime d'euros, c'est pour un pay-per-view en Allemagne. Et du coup, justement, on va revenir à ça. Donc, comme tu as dit, tu as goûté au rêve et tu as pu assister à des shows en tant que, donc à l'époque, commentateur. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces expériences? Tout à fait. Alors, je vais regarder juste sur mon téléphone, c'est parce que les shows étaient à 1 semaine d'intervalle. Donc il y a ce pay-per-view en Allemagne qui est le 16 novembre 2000. Et... Merde, voilà, j'ai déjà enlevé l'autre. Et le 10 novembre 2000, un Nitro à Londres. Ok. J'étais d'abord allé à Londres, Nitro. Tiens, je te regarde, tu peux regarder la carte si tu veux. J'étais allé à Londres à Nitro. On était invités parce qu'on était les commentateurs. Mais Shiro n'a pas pu venir. Donc je suis parti avec mon fidèle ami Naniwa, qui m'avait dit « Ouais, ok, moi je viens avec toi, je m'occupe de l'avion, tu t'occupes de l'hôtel. »
On est en 2000, donc c'est pas comme maintenant, tu vas sur Booking et tout. J'avais appelé un hôtel, comme beaucoup d'hôtels à Londres, le tenancier était d'origine indienne, donc avec un fort accent. Moi, je parlais pas très bien anglais non plus, avec un fort accent, donc on a eu beaucoup de mal à se comprendre. Ça a bien duré une demi-heure à une époque où le téléphone n'était pas gratuit. Oh. Donc, Mais donc, on s'est retrouvés là-bas. J'avais rendez-vous avec Sharon Sidello, qui était la directrice, on la voit d'ailleurs sur les génériques de la WCW de l'époque, qui était directrice à l'international, ancienne compagne de Holly Anderson aussi. Bon, ça, Ok. je l'ai découvert par la suite. Bah, visiblement, oui, en plus, je crois que ça s'était pas très bien passé entre les deux. Et donc, on arrive devant les backstage. Tout ce que je savais, c'est que je devais demander Sharon Sidello. J'avais aucun billet, pas de mail particulièrement officiel avec une invite ou quoi que ce soit. Je devais aller au backstage à, je sais même plus quelle arène, c'est écrit là, le nom de l'arène London Arena. À la London Arena, donc première fois de ma vie que je vais à Londres. On est resté moins de 24 heures. Donc, voilà, cette London Arena en taxi. On cherche les trucs backstage, il y a des gens qui attendent. T'imagines bien que Naniwa et moi, 19 ans et demi ou 20 ans pour moi et 19 ans pour lui, habillés en Jones, on fait pas du tout sérieux. Donc le mec de la sécurité, déjà, il nous regarde bizarre. Ouais. Et je lui fais oui, je voudrais voir Sharon Sidello. Oh. Alors là, je me dis, oh putain, merde. J'ai embarqué Naniwa, qui en plus, j'avoue, a menti à ses parents ce jour-là en disant qu'il allait dormir chez un pote parce qu'il voulait pas leur dire qu'il allait à Londres faire l'aller-retour en une nuit. Enfin bon. Parce qu'on était encore jeunes, on habitait tous les deux chez nos ramps. C'est vrai. Donc il fallait inventer des trucs. Sharon Sidello. Who? Oh putain, c'est pas possible, on va rester coincé là-dehors. I'd like to see Sharon Sidello. Oh! Sharon Sidello! Yes, Ça fait 3 fois que je te le dis. That's what I'm saying, man. Sharon, of course, stay here. Ah ok, bon, ok, donc il l'appelle et tout, et donc elle fait un peu, elle est restée polie, quoi. Parce qu'avec le recul, je me dis, elle a dû dire, mais c'est quoi ces deux gars, quoi, que j'ai invités, quoi. Parce qu'à côté, il y avait, Sky, tu vois, des chaînes de télé, des mecs sérieux. Pas les commentateurs, puisque c'était ceux de la WCW, mais les caméramans et les journalistes de différents télés, et 2 enfants. Et donc, Christophe, bah, c'est sympa que tu sois venu, bah, Philippe a pas pu venir, mais je suis venu avec un pote, ouais, c'est pas grave. Bah écoute, comme eux ont des caméras et tout, ils vont faire des interviews, bah toi, si tu veux, bah, mets-toi là-bas et reste là. Donc elle nous a assis dans un coin des vestiaires, et en fait on est resté assis là, quoi, et pendant toute l'après-midi, on a vu Mike Awesome, Bam Bam Bigelow, Ouais, qui parce font que pour équipe, citer quand même les noms, c'était la fin de la WCW, mais et il y c'était avait un quand même show pas mal de spécial grosses où ils stars, avaient hein. créé un tournoi par équipe où les équipes étaient soi-disant tirées au sort. Mais Ok. il y avait Bam Bam et Awesome qui Bam Bam feudaient. Bam Bam et Mike Awesome, belle équipe. Scott Steiner, Sting, Brian Adams et Brian Clark, donc c'était Chronic. Chronique. À l'époque, Chronic qui était. Mais quelques bons souvenirs, Chronic en faisait partie quand j'étais jeune. Kevin Nash, bon, moi, comme je l'ai dit, c'était Dieu pour moi. Chuck Palumbo, Sean O'Haire, etc. Les Natural Born Thrillers Ouais. à la WCW. Alors, ça, c'était aussi un super bon souvenir. Oui, ils étaient, Ils étaient super green, comme on dit. Exactement. Super voilà. green. Mais Ils Chuck avaient le Palumbo, physique, il ouais. ressortait. Qu'il a introduit d'ailleurs pour les anciens. Qui? Non, c'était une vanne de Chéro à l'époque sur le flex de Lex Luger. Ah, ok. Et donc, oui, Chuck Palumbo, Mark Gintra qui était très impressionnant, Sean mais alors O'Haire aussi. Sean O'Haire, C'est vrai. il ressortait tout de suite, quoi. Et- Et j'écoutais récemment une interview de Stone Cold avec Gallows et Anderson, où même lui, il disait that some bitch Sean O'Haire, if that motherfucker, if that kid has some look. Ouais, il fait bien. Et c'est dommage parce que pour les gens qui sont pas au courant, il est décédé malheureusement. Ah bon et... Ah bah je ne savais même pas. Sean O'Haire est décédé. Oui, Sean O'Haire est décédé il y a déjà plusieurs années. Je suis Et, passé à côté où je l'ai oublié. Et je veux pas dire de conneries, mais je crois que malheureusement c'est suite à des problèmes de drogue dont il souffrait déjà quand il était à la WWE, parce que la WWE avait essayé de lui donner un run. Avec Roddy Piper. Roddy Piper en tant que manager, mais malheureusement le gars en fait apparemment n'avait pas le... Bah, moi, le souvenir que j'ai, c'est quelques jours plus tard en Allemagne, avec Chéro, on voulait l'interviewer et il a fait la gueule pendant toute l'interview, quoi. Et Ah. pourtant, on était moins couillons que nous le sommes aujourd'hui. Non, mais voilà, ces jeunes-là ils sortaient du Power Plant directement. Oui, et mis à la télé, À 20 avec ans, des gros contrats, je pense oui, aussi. c'est ça. Kevin Nash, donc voilà, oui. Elix Skipper, Elix Team Skipper, Canada, très bon souvenir exactement, aussi. Elix ouais. Skipper, quand même. Tout Bon, à fait. Goldberg, Alex Wright et Disco Inferno, c'était toujours marrant. C'était quand même plus... Alex Wright, le gars qui a réussi à rester signé pendant des années à la WCW. Oui, mais il était bon aussi. En étant... Oui, parce que c'est un C'était un bon super bon catcheur. catcheur, mais il restait en Berlin.
Oui, ça c'était... Berlin and the Wall. General Reaction, Lance Storm, Scott Steiner et Sting contre... Ah oui, donc c'était la finale du tournoi, c'était Scott Steiner et Sting contre Brian Adams et Brian Clark. Non mais en tout cas, c'était une carte quand même... Et nous, bah, comme Lex dit, on Luger, a passé l'après-midi dans les vestiaires à les voir préparer leurs interviews ou à les enregistrer. Bam Bam, et vous pouvez voir d'ailleurs le show sur les networks. Bam Bam et Awesome font une interview de 2 minutes, mais ils l'ont répété pendant... Enfin, ils l'ont pas répété, ils l'ont refaite pendant près d'1 heure. Oh merde. Et il y avait 4 phrases, quoi. Et ils arrêtaient pas, et ils arrêtaient pas. Et l'un des trucs qui nous a choqués tous les deux, c'est Goldberg, qui est arrivé dans le vestiaire, il a craché par terre, et il est parti. Bonsoir Goldberg, merci d'être venu. Et il se casse. Ça va. C'est pour montrer que c'est son territoire. Ah, je sais pas, non, il est venu, c'est- il crache, il se casse, quoi. On a vu Ric Flair taper la discute avec Ming, Haku, à l'époque de la WWE. Enfin, ouais, c'était une après-midi de ouf, tu vois, de pouvoir rester et de voir comment ça se fait dans les coulisses, de voir les prises, de voir les mecs qui dirigent les promos et autres, même si à l'époque c'était quand même un sacré bordel. Mais ouais, c'était un truc de fou, quoi. Connaissant les petites règles des vestiaires, etc., juste pour savoir, est-ce que tu allais quand même te présenter et dire bonjour à tout le monde ou tu Non. restais dans ton coin? Pas là, non. Non, pas là, non. Non. Même autant dans un show ICW ou compagnie à cette hauteur-là, oui, je le ferai et je le fais et je l'ai toujours fait. Mais à la WWE, tu peux pas venir, ou à la WCW à l'époque, même si je le savais pas, je l'aurais pas forcément fait, dire bonjour à tout le monde, quoi. Les gens ils savent pas du tout quitter, Ouais. ils en ont rien à Faut foutre. pas les déranger, tu les laisses. Il y a quoi. 150 personnes, quoi. Alors après, c'était suffisamment le bordel quand même pour qu'on puisse les déranger. Enfin, comment dire, c'était très mal organisé. Je l'ai vu quelques jours plus tard avec Chéro. Mais dernière petite anecdote quand même, pour un peu se débarrasser de nous à la fin du show, elle nous dit ouais, vous allez accompagner des gars, il y aura une signature d'autographe, et puis après tenez vos tickets, vous allez pouvoir voir le show. Et en fait, nous on pensait qu'on allait aller dans une salle avec d'autres fans, et en fait on est allé dans une salle avec General Reaction, Lieutenant Loco qui était Chavo Guerrero, The Wall, Lâche le Roux, et c'était les mecs des Filthy Animal entre autres. Non, C'était Misfits In Action Misfits in Action, il y avait les Misfits in Action et The Wall en plus. Et en fait, eux allaient à une signature d'autographe. Mais nous, en fait, on est squatté avec eux en attendant. Et ensuite, on a dû les suivre dans des couloirs pour aller à la signature d'autographe. Donc, on a fait 5 minutes de marche avec eux, dont 1 minute où il fallait passer dans la salle. Et donc, on est rentré dans la salle en même temps que Chavo Guerrero et tout le monde. Et il y a eu une ovation de ouf. Parce que c'était les premiers catcheurs qui voyaient de la soirée, tu vois. Et on s'est toujours dit, ils ont dit, mais c'est qui ces deux gars en sac à dos là qui vont débuter ce soir? C'est quoi? C'est de l'indie? C'est vraiment tombé très bas, quoi. Parce qu'il y avait que des catcheurs et puis il y avait Naniwa et moi, 19 ans avec nos sacs à dos. Et on saluait la foule, tu vois. On s'est dit, allez, on n'aura jamais d'autres ovations, quoi. Et ensuite, on monte vers l'escalier de signature d'autographe et Naniwa loupe une marche et il se latte la gueule. Et Chavo Guerrero, gentiment, veut le relever. Mais Naniwa, la fierté. Oh ouais, ça va. il envoie chier Chavo Guerrero, quoi. Le mec veut le relever, genre, oh ça va, c'est bon. Laisse-moi La me fierté, touche pas, oui, là. c'est bon, je suis tombé, quoi. Et donc voilà. Bon, après, on a fait le show, on a dormi, on est rentré. Et puis quelques jours plus tard, on vient avec Chéro pour travailler. Donc on va jusqu'en Allemagne avec un caméraman pour des interviews. Et c'est là la fameuse histoire où on arrive d'abord dans l'hôtel pour dormir, c'était le même que les catcheurs. Prendre notre chambre et puis Chéro voit Ric Flair et fait je vais lui dire bonjour. Je dis non mais Philippe, ça se passe pas comme ça dans le catch, on dit pas bonjour aux catcheurs en dehors du truc. Mais si, moi je fais la NASCAR, hello Rick, how you doing? Et Rick fait et il continue comme ça, quoi. Je dis ouais bon t'as raison, je crois que j'aurais pas dû dire bonjour. Mais bon non, Je vais t'écouter la prochaine fois en fait. Il l'a pas mal pris. Mais ensuite on est arrivé donc dans les vestiaires où on nous a donné ce magnifique pass WCW Crew. C'était un pay-per-view pour la télé allemande, en exclusivité pour la télé allemande. Je sais même pas si le pay-per-view est dispo sur le network. Okay. Et donc là, c'est là où je dis qu'il y a quand même c'était quand même un sacré bordel. C'est que la personne, Sharon Cisillo, nous dit écoutez, promenez-vous et interviewez qui vous voulez. Ah ouais, d'accord. Ça, je peux vous dire, oui, la WWE, c'est impossible. Hein. Ils ne vous laissent pas. On s'est barré avec un caméraman. Tous les deux, et on a commencé à errer dans les backstage, sur la scène, et dès qu'on captait un catcheur, on lui demandait ça vous dit une interview pour la télé française? Donc bon, au début on avait The Cat, Ernest Miller, on a eu celui qui faisait Norman Smiley, Shanower et Chuck Palumbo, non, Shanower et Mark Jintrak,
Et puis voilà, je me souviens plus trop. Et puis ensuite, ils avaient préparé le set pour le direct où il y aurait des interviews. Ils nous disaient, ah bah maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous y mettre. Comme ça, en plus, on fait nos réglages lumière pendant que vous faites vos trucs. Enfin, on voit comment ça marche. Enfin voilà. Donc on s'est mis là, et là, ils nous ont dit, bon, bah maintenant, on va essayer de vous choper des mecs un peu, parce que Des big names. les gars, ils se promènent pas. Tu vois, les gars no name, ils se promènent effectivement un peu dans la salle. Les autres restent cantonnés dans leur vestiaire. Et donc là, ils nous ont ramené Scott Steiner, Booker T, Sting. Et à la fin, ils nous disent, ouais, une surprise. Et là, ils nous ont ramené Ric Flair. Et là, effectivement, c'était ouf. Bon, j'étais déjà ouf, pour être honnête, avec Sting, J'allais Booker le dire, je veux T. dire, toi à ce moment-là, t'as quand même. Moi, T'étais j'étais, le fan de 20 ans, quoi, donc c'est la moi, folie, quoi. j'avais 12 ans. Enfin, je veux dire, Booker T, au début, il fait une interview toute gentille. Puis moi, bah, je prends mon courage à deux mains. Je dis, oui, vous affrontez Scott Steiner ce soir. Ah bah, il va vous botter le cul. Et là, je vois Booker T, il devient son personnage, quoi. Il change de visage. Il me dit, tiens ton micro si tu veux bosser. Et il commence à me taper une promo. Et Scott Steiner, à l'époque, avait aussi tiré la cravate de Shero. Parce que je dis, vous savez, dans la télé, il dit que des choses méchantes. Enfin, c'était vraiment... On faisait ce qu'on voulait, quoi. C'était un peu Et il était cool, Steiner. Avec nous, il était vraiment exceptionnel, Ouais. quoi. Il était super drôle, il était super gentil. Le truc de faire peur à Shero, tu vois, on aurait pu se dire que vraiment, non, il jouait, il était heureux de faire ça, quoi. Tout comme ensuite Ric Flair, où là, je me suis décomposé. Shero qui me dit, bon, on commence avec... on s'était dit, on fait chacun une petite interview. Et il me dit, bah, tu veux commencer? Et moi, je fais, oh yes, ok, if you want. Et Shero me parlait en français, moi, je lui répondais en anglais parce que j'étais hypnotisé, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et bon, c'était pourri, il faut être honnête, mais bon, moi j'ai passé un très bon moment. C'était Rencontrer Ric exceptionnel. Flair, ça doit être incroyable. Non, puis même, je veux dire, c'est pour les fans. Où étaient diffusées ces interviews après par la suite? Nulle part. Elles n'ont jamais été diffusées parce que le temps qu'on rentre, qu'on les fasse traduire, c'était nouveau. Donc il n'y avait pas de process, entre guillemets. Déjà aujourd'hui, les catch-off mettent un peu de temps, mais à l'époque, on n'avait jamais fait de telles choses. Le groupe AB n'était pas habitué à avoir ce genre de programme à faire. Donc il fallait un monteur, il fallait quelqu'un pour traduire, il fallait ci. Donc le temps que tout se mette en place, la WCW est fermée. Ah, c'est Et dommage. donc on les a jamais diffusés. Moi, je les ai encore en cassette vidéo chez moi. Ces interviews, tu les as, Je toi? les ai en cassette vidéo pour regarder sur un magnétoscope, oui. Ce serait collector de les sortir un jour, quand même. Ouais, mais bon, j'ai rien que pour mon physique et mon. Mais après, c'est comment dire. On peut trouver ça soit cute, tellement j'étais Mais oui. une pucelle toute folle, soit on peut vraiment trouver ça cringe, comme on dit aujourd'hui. Non, mais écoute, moi je dis pour ta petite chaîne YouTube là qui est en train de naître, Oui, qui a qui est déjà en train de- 2 millions d'abonnés alors Merci. qu'elle a ouvert il y a que quelques jours. Hein. Merci à tous Bravo. d'avoir été aussi énorme. Le premier podcast a eu 10 millions de vues. Ouais, c'est tout bien de mentir simplement aux gens, quand même. incroyable. Je ne sais pas Donc mentir. Moi. voilà, comme d'habitude, hein, je veux dire merci pour tout le soutien, la team Catch Club, la team Christophe Ajus. T'as un nom pour les gens qui le suivent Parce que moi j'en ai pas. Comment ça, t'as pas de nom? Bah, tout le monde, tous les gens d'habitude sur YouTube ont une communauté. Tu vois, Ah il y a non, la team moi ci, j'ai il pas y a de la team communauté. ça. La team site. Non, moi j'ai pas Et de. moi personnellement, j'ai Moi, pas je de marche nom. seul, comme Jean-Jacques Goldman, Ok. et je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Par contre, dernier pour toutes ces histoires, un petit conseil quand même, si un jour vous vous retrouvez dans un vestiaire de catch, par chance, Ali, ça t'arrivera bien sûr un jour rapidement, quand tout le monde fait comme ça, bah faites-le aussi. Parce que nous, on savait pas encore à l'époque, les interviews étaient finies, on était de l'autre côté du rideau. Et beaucoup de catcheurs étaient là pour entendre la foule, pour se donner du cœur. Et puis il y a souvent un écran de télé où les catcheurs se rejoignent pour regarder le show ensemble, voir ce qui se passe, Mhm. un moniteur. Et on voit tout le monde faire comme ça. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les feux d'artifice, en fait. Ok, Quand tu es d'accord. juste de l'autre côté du rideau, ça t'explose la gueule. Ouais. Et donc, que ce soit Shero, moi, ou même le caméraman qui était en train discrètement de filmer les mecs. Alors que, bon, aujourd'hui, si quelqu'un fait ça à la WWE, il est viré sur le champ et Bien tout. sûr. Mais là, il vérifiait pas, donc il filmait des petites scènes de catcheurs qui discutent et tout. Encore une fois, ça n'a jamais été diffusé, donc bon. Et tu vois sur la caméra, il est comme ça. Donc voilà, un conseil, quand vous voyez plein de gens faire comme ça, vous savez pas pourquoi, faites-le aussi. Toujours, imiter Voilà. les gens. Très bien, bah écoute, on est à peu près à 55 minutes, plus ou moins comme la semaine dernière, donc je pense qu'il est temps de se quitter, D'accord, de retourner à nos vies. d'accord. Mais on se retrouve maintenant chaque semaine Ah pour bon un nouveau numéro du On aura le podcast temps de la cloche. La cloche. Bon, après, parfois, peut-être que tu auras du travail. Moi, je n'ai pas de vie. Donc, Moi moi, non j'ai plus. toujours le Non, temps. bah justement, moi non plus, j'ai pas de vie. Bah, c'est parfait. Alors, on fera même peut-être 10 numéros bientôt par semaine. Cool. Tant que vous êtes des millions à nous suivre, Voilà, on continuera. merci d'avance. Donc, merci de soutenir la cloche.
Christophe, ça m'a fait plaisir de pouvoir t'accueillir dans le set de Catch Club. Je pense que pour le moment, on va continuer à tourner ici. Ah ouais, parce que moi, en plus de pas avoir de vie, j'ai pas de vie, j'ai pas d'appartement, j'ai rien. C'est pas grave. Ici, il y a un petit set, il y a quelques figurines, il y a tout ce qu'il faut pour On peut se servir? Mais bien sûr, laquelle tu veux. Bah, celle-là. Celle-là, Oui. Hopper, parce que sinon, il y a du choix niveau catch. Hein, là. Il y a du Ouais, Biggie, non, mais j'ai pris au pif juste pour faire chier, pour que tout tombe. Allez, je suis comme ça. Bon, bah, je te la sortirai la prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, les vendredis soirs, sur la chaîne YouTube de Christophe Ajus. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que Christophe sort une vidéo. Christophe, on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, on se retrouve la semaine prochaine. Et si les gens se demandent pourquoi je n'ai pas fait ça moi-même, bah, c'est justement pour que Ali puisse dire toutes ces petites phrases si chères à YouTube à ma place. Merci Ali de Catch Club, merci à vous, bisous à tous et à très vite dans la cloche. Ciao tout le monde. Bisous.